Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Aurélie Godefroy, journaliste et écrivaine, et j'ai l'immense plaisir d'animer ce podcast consacré à Imbolc, qui deviendra dans la tradition chrétienne la fête de la Chandeleur. Un podcast en 3 parties, nous découvrirons dans le premier l'histoire, la symbolique d'Imbolc dans le second épisode, avant de conclure dans le 3e par la roue de l'année. Ce podcast est édité par Inexploré. Vous le retrouvez sur notre plateforme Inexploré Digital en intégralité pour les abonnés. Pensez à nous soutenir pour profiter de tout l'univers d'Inexploré, des articles, des podcasts et de nos magazines trimestriels en format papier et numérique. Exceptionnellement, compte tenu du contexte actuel, la plupart de nos invités interviennent par téléphone aujourd'hui. Dans la roue de l'année, la fête d'Imbolc est située entre Yule, le solstice hiver, et Ostara, l'équinoxe de printemps. Imbolc marque donc le début du printemps ésotérique. Ce jour est aussi connu sous le nom de Chandeleur, jour de Birgit, fête de la lumière, fête des flambeaux, fête des personnages ou encore fête des marmottes. Alors comment sommes-nous passés de la célébration d'Imbolc à la Chandeleur ? Quelles sont l'histoire et la symbolique de cette fête ? Lyra Coltyr, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialisée en archéologie médiévale, notamment dans les religions et le culte des saints. Vous avez particulièrement étudié le lien entre le pouvoir laïque et épiscopal et vous pratiquez vous-même des rites païens. Vous avez publié plusieurs ouvrages, à la fois dans la Maison Trédaniel et chez Alliance Magique. Alors, revenons à cette symbolique et à l'histoire d'Imbolc. J'ai cru entendre que c'était au départ une fête de lustration. De quoi s'agit-il ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, on pense, effectivement, il y a pas mal d'hypothèses autour du nom de la fête d'Imbolc, mais l'hypothèse qui serait la plus vraisemblable signifierait effectivement lustration. Alors, la lustration, qu'est-ce que c'est ? C'est une cérémonie, en fait, de grande purification, où on va nettoyer les choses à la fois d'un point de vue physique et d'un point de vue spirituel, donc à la fois matériel et religieux, et qui visait tout simplement à se débarrasser des scories de l'hiver pour préparer l'arrivée du printemps. Alors là, on est dans l'Antiquité, voire à la préhistoire. Ce que vous nous dites, c'est que Imbolc trouve ses racines déjà dès le néolithique quelque part. Oui, alors en réalité, on serait plus au niveau de l'âge du fer. Donc aux alentours, on va dire de 500 avant Jésus-Christ à peu près. On en a des traces notamment dans la civilisation de l'Athènes, donc qui correspond au second âge du fer celtique, donc entre 450 et 20 avant Jésus-Christ. Et cette festivité, en fait, elle serait liée à une festivité romaine qui se tenait à peu près au même moment, qui était les fêtes des Lupercales. Donc les Lupercales, c'était aux alentours du 13, 14, 15 février, et c'était des fêtes où on allait purifier en fait la ville tout entière, notamment par des libations d'eau, donc ce qu'on appelle l'eau lustrale, une eau dont on se servait à Rome pour nettoyer les rues et nettoyer les gens, et nettoyer les maisons, etc. Lors de plusieurs cérémonies, alors il n'y avait pas seulement au niveau des Lupercales, mais il y avait plusieurs cérémonies qui en faisaient l'usage, et on pense effectivement qu'Imbolc avait à peu près la même visée pour les peuples celtes. Et alors, quelles sont les sources dont on dispose ? Alors, elles sont malheureusement très très faibles et très très rares. Il faut savoir que cette fête, elle est mentionnée approximativement dans 2 textes connus. Un texte antique, un texte médiéval. Alors, le texte antique, c'est le calendrier de Coligny, où le nom de la fête n'est pas cité, mais où effectivement, il y a une date au début de ce qui correspond au mois de février pour une festivité, donc on sait qu'il y avait quelque chose à ce moment-là. Et la source que l'on connaît le mieux, c'est une source textuelle médiévale d'une légende celtique irlandaise, donc qui avait été mise en lettres à peu près entre le 10 et le 12e siècle. Donc une légende qui s'appelle la Tinvo Cooley, donc la razzia des vaches de Cooley, qui met en scène le héros irlandais Coroline. Et on nous signale dans le texte que pour combattre, ce héros n'avait pas dormi de Samhain jusqu'à Imbolc. Donc, oui, c'est pendant un petit moment, quoi. Ouais, c'est beaucoup, ouais. Il a eu une sacrée insomnie, donc de début novembre jusqu'à début février. Alors, en fait, c'est probablement une symbolique temporelle, hein. C'est le cœur de l'hiver, c'est les mois les plus durs. En fait, il a fait l'inverse de la nature. Si on veut, c'est un héros qui est très, très lié au cycle naturel. Donc, la nature, techniquement, elle dort du 1er novembre jusqu'au 1er février où elle commence à se réveiller. Lui, il a fait l'inverse pour défendre son pays, donc il a été à l'encontre de la nature pour défendre son pays. Il se trouve qu'à partir d'Imbolc, il est autorisé à dormir pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours, le dieu loup, qui est son père spirituel,
vient guérir ces blessures. Donc on est vraiment dans une idée de purification, de nettoyage des restes de la guerre, des blessures, des maux, etc. Donc là, c'est très mythologique, hein. Ouais, c'est très mythologique. Donc ce sont les seules sources réelles que l'on connaît au sujet de la fête d'Imbolc. Donc c'est pas grand-chose, hein. On a vraiment quelque chose de très maigre. C'est la fête celtique la moins documentée. Peut-être. Et alors vous parliez, du calendrier de Coligny, c'est ça ? Oui. De quoi s'agit-il plus exactement ? Alors c'est le plus grand texte en langue gauloise qu'on possède, donc c'est un calendrier qu'on a retrouvé à Coligny, donc en France, Cocorico. Et donc c'est une tablette, ce sont des fragments très abîmés d'une grande tablette qui correspondait en fait à un calendrier qui expliquait en fait le découpage du temps et de l'année selon les peuples gaulois. Tardif, bien entendu, parce qu'il faut savoir que c'est post-invasion romaine. Mais alors, cette fête d'Imbolc, du coup, elle ne concerne pas que l'Irlande, hein ? Ah non, bien au contraire. Non, au contraire. En fait, on fait souvent un amalgame entre les Celtes et l'Irlande. En réalité, l'installation celtique en Irlande, elle est assez tardive dans la civilisation celtique. Les Celtes, c'est un peuple indo-européen, donc qui s'est répandu en Europe centrale, en Europe de l'Ouest et dans les îles britanniques par des vagues d'invasions successives. On a, par exemple, en Europe continentale, deux très grosses périodes, des grosses civilisations qui correspondent à deux âges d'or, entre guillemets, très riches du celtisme. Donc, c'est la civilisation de Hallstatt qui date à peu près de 1200-500 avant Jésus-Christ, et la civilisation de l'Athènes, donc dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'est produite après, donc 450-200 avant Jésus-Christ à peu près. Et les Celtes ne se sont installés en Irlande que pendant l'âge du fer, donc suite à la civilisation de l'Athènes, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est assez tard. Mais c'est bien documenté, par contre. C'est là où c'est le mieux documenté. Et qu'est-ce qu'on sait donc des rituels, les premières traces des rituels, ils datent de quand et qu'est-ce que ça nous dit ? Alors les rituels par rapport à Imbolc, en fait, on ne les connaît pas. On n'en a pas. Malheureusement, c'est une fête sur laquelle on n'a quasiment pas écrit, et même les textes médiévaux n'en font que des mentions qui sont très vagues, malheureusement. On sait, par contre, qu'à l'époque médiévale, après la christianisation, il y avait à cette date-là une fête de Sainte Brigitte, le 1er février, donc la veille de la Chandeleur, et il est fort probable qu'elle ait recouvert une fête à la déesse Bride, dont elle partage une étymologie commune. Hein. Bride, ça s'écrit Brigide, B-R-I-G-I-D. Cette déesse, effectivement, semble avoir donné naissance à la Sainte Brigitte. Semble. On n'a pas de preuves formelles, mais il y a quand même énormément de choses qui peuvent nous y faire penser. Et on sait que là, il y a un rituel, le 1er février, qui a quand même une consonance très païenne. On a un membre de la famille, généralement le chef de famille ou celui qui occupait la profession la plus dangereuse. En Irlande, c'est les pêcheurs, par exemple, qui jouait le rôle de Bride, en fait, qui sortait de la maison, qui allait chercher une poupée qui était faite de paille enveloppée dans des langes, qui frappait à la porte de la maison et qui était invité à entrer dans la maison, portant la déesse donc dans une figuration en fait de la déesse, pour qu'elle vienne purifier la maison. On lui faisait des offrandes à cette fameuse poupée de paille, notamment du beurre, sachant qu'à l'époque il était très difficile d'avoir accès à des laitages à cette période de l'année, donc c'était très précieux. Et la maison avait été entièrement nettoyée et purifiée pour l'occasion. Donc on a quand même des traces de cette fête de lustration, de renouveau, de protection, etc. qu'on retrouve dans les Lupercales romaines et qu'on retrouvait probablement dans l'Imbolc celtique. Mais ce sont des sources qui sont quand même assez tardives. Et est-ce qu'on préparait, par exemple, de l'eau lustrale ? Alors, plus tard, oui. L'eau lustrale, c'est vraiment quelque chose qui a été hérité des coutumes romaines, puis du baptême chrétien. L'eau lustrale est devenue en fait l'eau que l'on verse sur le front des baptisés ou dans laquelle on immerge les baptisés, parce qu'au départ le baptême se faisait par immersion. Et effectivement, il est fort probable, même si là encore c'est pas certain, que dans pas mal de lieux, on se servait d'eau lustrale pour nettoyer les maisons, effectivement. Alors, on entend bien cette correspondance justement entre le christianisme, d'une certaine manière, et les fêtes païennes. Comment s'est opéré le basculement vers la fête de la Chandeleur ?
Alors, la fête de la Chandeleur, en réalité, elle est liée, elle aussi, au Lupercal. C'est un nom qui est latin à l'origine, Festa Candelarum, qui veut dire la fête des chandelles. Alors, ça date, en fait, cette idée de mettre des chandelles lors des fêtes de lustration, ça date de 494. À ce moment-là, on a un pape qui s'appelait Gélas Ier, qui a le premier eu l'idée d'organiser des processions au flambeau le 2 février pour la Chandeleur. Lui, dans son idée, en fait, il voulait rétablir les Lupercales dans leur visée purificatrice, évidemment, pas tout, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très catholiques, n'est-ce pas? Mais son idée, c'était que le Christ était la lumière du monde et que, en tant que tel, il fallait allumer des lumières pour éloigner le mal. En 1372, on retrouve une association donc de cette fête à la purification de la bienheureuse Vierge Marie. Alors la purification de la Vierge, en fait, c'est tout simplement la réintégration de la femme qui vient d'accoucher dans la communauté chrétienne, puisqu'il faut savoir qu'elle a raté la messe pendant sa quarantaine de grossesse et d'accouchement. Donc la Vierge n'y a pas coupé, toute vierge qu'elle était. Il a fallu qu'elle soit réintégrée dans la communauté chrétienne. Et du coup, on a cette association. En fait, on a encore une idée de purification, de renouveau. On a vraiment des choses qui se retrouvent, qui se recoupent et qui se sont faits à ce moment-là pendant la fête de la Chandeleur. Donc, ça a été un glissement qui a été finalement très progressif et assez logique au final, parce qu'on a vraiment une imagerie et une symbolique qui est très proche. On a l'idée de faire table rase d'un passé un peu douloureux ou en tout cas de choses qui ne sont plus souhaitables, pour aller vers un renouveau, vers une nouvelle année, vers un renouvellement. Alors, Lyra Coltier, justement, comme je le disais, vous êtes spécialisée en archéologie médiévale, vous êtes donc historienne aussi d'une certaine manière, et on a le sentiment qu'en fait, Imbolc et la Chandeleur, ce n'est pas le seul cas de figure en fait qui se présente, c'est qu'il y a beaucoup de fêtes chrétiennes qui ont récupéré, entre guillemets, des fêtes païennes. Est-ce que je me trompe ? Pas du tout, au contraire. Bien sûr, c'est quelque chose qui est quasi systématique même. Donc, il faut savoir que les dates dans le calendrier chrétien, les dates des fêtes, sont très, 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 très floues et très élastiques. Ça a changé, beaucoup, beaucoup. On a la fête de Noël qui s'est beaucoup déplacée, la fête des morts de la Toussaint qui, elle aussi, s'est baladée un petit peu partout dans le calendrier. L'idée, c'était évidemment de s'imposer et de s'inscrire dans une directe lignée avec les peuples conquis. Parce que la religion chrétienne, c'est une religion de conquête. C'est pas du tout une religion qui est européenne à la base, c'est une religion qui nous vient du Moyen-Orient. Donc, il a fallu qu'elle s'impose. Et pour s'imposer, eh bien, tout simplement, on va décaler des choses, on va les mettre à l'endroit où elles semblent à peu près propices et plus acceptables pour les peuples conquis. Du coup, on colle les célébrations à l'endroit où il y avait des célébrations antérieures qui avaient en gros une messagerie et une imagerie qui étaient à peu près équivalentes. Donc on pense à Noël, par exemple. Ouais. La célébration du solstice d'hiver. Oui, Pâques aussi. Pâques aussi. La date de Pâques, c'est pareil, elle se promène un peu partout. On a l'Ascension de la Vierge. On a toutes ces festivités, la Chandeleur, bien entendu. On a beaucoup de choses qui ont glissé, la Toussaint, qui se sont mises aux endroits où c'était un peu plus pertinent de se mettre pour être accepté. Et alors, une dernière question. Comment vous expliquez-vous ce retour, j'ai envie de dire, des célébrations d'Imbolc aujourd'hui ? J'ai le sentiment qu'en fait, aujourd'hui, c'est moins tabou de revenir à cette célébration-là. Pourquoi ? Alors, je pense qu'on est dans une phase de nos vies et de l'histoire humaine où on a envie un peu de revenir aux sources et surtout de comprendre d'où viennent les choses. Il y a eu une phase, évidemment, on pense à l'époque médiévale, où savoir lire, c'était un luxe réservé à une élite et où donc du coup on nous disait quoi croire, quoi penser, c'était acté. Maintenant, les gens ont accès à l'information depuis pas mal de temps et je pense qu'on a envie de revenir à des choses plus authentiques. On se rend compte, notamment en France, que nos origines sont extrêmement floues et extrêmement mixées. On est une mosaïque de peuples, en réalité. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, qu'on est romain, qu'on est gaulois. En réalité, on est un espèce de mélange de tout ça. C'est une terre qui a été énormément envahie, colonisée, etc. On est une sorte de famille composée, décomposée, recomposée. Et je pense qu'on a envie de comprendre, en fait, d'où l'on vient. Et ce qui plaît beaucoup,
c'est que ces fêtes celtiques s'inscrivent dans une observance et une célébration des rythmes naturels. Et on est vraiment dans une époque où on a envie de se reconnecter à la nature. On se rend compte de plus en plus qu'on s'en est éloigné avec l'électricité, avec l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, etc., avec beaucoup de choses. On se déconnecte de tout ça. On le voit avec le réchauffement climatique. Ce qui se passe en ce moment, c'est très révélateur. Et je pense que beaucoup de gens ont envie de se poser un peu, de dire stop à un monde qui va un petit peu trop vite et de renouer en fait avec quelque chose de plus ancien, d'un peu plus simple aussi. D'un peu plus naturel, ancestral. On a envie on se dit finalement les vieux n'avaient peut-être pas tort au final. Peut-être on va se quitter sur ces paroles très justes. Merci Lyra Coltyr. Et donc j'invite nos auditeurs à écouter dans le second épisode du podcast justement comment célébrer Imbolc, à travers quel rituel. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invitée. Nous retrouvons l'historienne Caroline Duban. Bonjour Caroline. Bonjour Aurélie. Alors vous êtes docteure en histoire et écrivaine. Vous avez publié notamment l'Oracle de la sagesse gauloise. C'est au courrier du livre. Alors je dois dire que c'est une véritable mine d'informations. Moi je l'ai vraiment dévoré hier. Et d'ailleurs vous l'avez conçu comme ça. Hein. Pour vous il y a une véritable visée pédagogique. Oui, tout à fait. C'est un support qui est très intéressant, je trouve, pour permettre à un public peut-être un petit peu différent d'avoir accès à certains savoirs et certaines archives qui n'auraient peut-être pas la possibilité de toucher autrement. On utilise ce support volontiers comme une forme de vulgarisation des savoirs. Donc c'est très intéressant pour moi de travailler effectivement avec ce genre de produits. Alors c'est très réussi notamment en ce qui concerne Imbolc, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors qu'est-ce que signifie cette fête, Caroline ? Alors à l'origine, dans la tradition celtique, c'était une célébration qui marquait un passage saisonnier. On passait de la saison froide, endormie, vers un réveil progressif de la nature. Donc on préparait son foyer à un renouveau en chassant l'ancien et au besoin, je dirais surtout, on chassait les énergies néfastes qui s'étaient accumulées durant l'année précédente. Alors je souligne quand même que Imbolc n'est pas le nouvel an celtique, puisque c'est une fête qui est célébrée lors de la Samin, qui est l'équivalent moderne d'Halloween, qui se fête entre la fin octobre et le début novembre. Mais Imbolc marque vraiment le renouveau de la nature et avec lui le réveil des énergies positives avec le soleil. Mais est-ce qu'on a une idée de la première, la première fois, enfin des premières mentions d'Imbolc ? Ça date de quand ? La difficulté, c'est que les traditions celtes n'utilisent pas l'écrit. Ce sont des traditions orales. Et donc, on va avoir des mentions seulement à partir de la période médiévale, avec des textes qui utilisent le vieil irlandais et le latin. Donc, on a déjà pas mal de siècles qui s'écoulent et une première, peut-être, appropriation de certains rituels qui auraient pu se tenir pendant cette période. Et il faut savoir qu'Imbolc fait partie de ces fêtes celtiques où on a le moins d'informations. Donc, on se base essentiellement sur des textes médiévaux, irlandais médiévaux, et sur certains rituels qui se poursuivent toujours aujourd'hui, qui sont toujours tenus par une certaine population, notamment en Écosse et en Irlande, qui seraient le reflet, en prenant vraiment des pincettes, parce qu'on se doute que depuis les origines, ces rites ont pu être modifiés, notamment avec la christianisation des terres. Oui, on y reviendra, oui. Voilà, donc c'est un sujet qui est un petit peu délicat pour obtenir des dates très précises, mais la première mention, de toute façon, on les trouvera dans les textes médiévaux. Et en termes de géographie, parce qu'on parle beaucoup de l'Irlande, mais on imagine que c'était célébré ailleurs ?
On peut l'imaginer tout à fait, puisque en fait les Celtes sont un peuple très très étendu, qui s'est répandu depuis l'Asie mineure. Donc c'est un peuple qui n'est pas homogène. Il faut savoir que quand on parle des Celtes, on ne peut pas parler d'une unité entre les différents clans, les différents peuples qui s'étalent depuis donc l'Asie mineure jusque sur les terres d'Irlande et au nord de l'Écosse. Ces peuples-là ont des fonctions politiques et religieuses qui leur sont propres, donc cette difficulté rajoute un peu plus sur le fait que retrouver des traces écrites de cette fête ailleurs qu'en Irlande devient difficile. On a effectivement des textes en Irlande parce que le christianisme s'est implanté plus tardivement sur ces terres. Bien évidemment, c'est arrivé beaucoup plus tôt sur le continent. On a des traces au niveau de l'étymologie qui pourraient expliquer peut-être un point commun entre les différents peuples celtiques, deux étymologies d'ailleurs qui pourraient se compléter, qui ne seraient pas opposées. On a du vieil irlandais imb qui signifie autour et folk qui signifie laver ou purifier. Donc ça désignerait un culte de la purification. Mais on trouve notamment dans le glossaire de Cormac, qui est donc un texte qui a été écrit au Xe siècle en Irlande, on parle de Oig Melg. Alors j'espère que je le prononce bien parce que je ne parle pas du tout le gaélique, mais bon, en gros on peut l'écrire O-I-M-E-L-C ou on transforme le C avec un G, peu importe. Mais donc on aurait une racine Oig qui signifie mouton et Melk ou Melg qui signifie lait. Donc littéralement, si on traduit Oig Melk par une expression, ça serait le lait des brebis ou le temps de la lactation des brebis. Donc là, on est sur, effectivement, comme on est sur un passage saisonnier, on est sur une fête qui est plus un équinoxe, alors en sachant que les traces de calendrier celtique que l'on peut avoir, on l'a essentiellement sur le continent, on va avoir des décalages qui vont faire que les équinoxes ne correspondent pas à notre calendrier actuel. Donc les décalages font que Imbolc correspond effectivement à une fête équinoxale qui trouve son opposé ou son complémentaire avec Lugnasa, qui est donc là la période qui se trouve entre août et septembre. Et alors du coup, est-ce que ça rejoint ce que vous dites dans votre livre, Imbolc semble coïncider avec le lever héliaque de l'étoile Capella de la constellation du Cocher. C'est ça aussi au niveau astrologique ? Oui. C'est effectivement ça. Donc ça, c'est un travail, ça c'est pas moi qui ai mené ces recherches. Là, je reprends vraiment les travaux qui ont été faits avant moi par des spécialistes de la question. Mais effectivement, on aurait, en sachant que le ciel a nettement évolué, les constellations ne sont pas restées aux mêmes emplacements de cette époque à aujourd'hui, mais si effectivement on recalcule les anciens emplacements des étoiles à cette époque-là, on aurait effectivement une coïncidence entre le lever de l'étoile Capella, donc qui correspond à la constellation du Cocher, et qui donc permettrait de se repérer dans le temps par cette fête-là. Alors, avant de passer à l'évolution justement d'Imbolc et à la christianisation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, pour arriver à la fameuse chandeleur, est-ce qu'on peut revenir sur justement ce qui symbolisait au départ Imbolc ? Alors, au niveau des symboles, donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on est vraiment sur un réveil de la nature et donc un retour, on va dire, progressif, parce que bien évidemment, selon les zones géographiques, on n'est pas sorti de l'hiver totalement, on est vraiment sur un renouveau progressif, mais ce retour à la lumière en fait est prometteur
et surtout, on espère fertile. Je dis bien fertile et pas forcément fécond, puisqu'en fait, si on part du principe que Imbolc viendrait de Hooimelk, c'est-à-dire le temps de la lactation des brebis, ça veut dire qu'elles ont déjà mis bas. Donc, ça signifie qu'elles allaitent leurs petits et que, par conséquent, elles sont fécondes. Elles ont déjà été fécondées. En revanche, on va plutôt s'axer sur la fertilité et surtout sur la bonne santé du bétail, sur le fait que on va être béni par une sorte d'abondance en nourriture, en biens, et donc surtout trouver la protection de ce réveil de la nature. Et alors du coup, au niveau des rites, de la façon comment est-ce que ça a évolué? Parce qu'en fait, il y a eu l'ancienne tradition, ensuite le christianisme est passé par là. Comment est-ce que le basculement s'est opéré en fait entre l'ancienne tradition et la nouvelle religion? C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, on n'a pas de révolution subite. C'est quelque chose qui arrive petit à petit, bien évidemment. Et c'est par assimilation, par acculturation que l'on va avoir ce basculement entre la fête traditionnelle d'Imbolc, donc en général je parle de l'ancienne tradition, avec la christianisation que j'appelle la nouvelle religion. Donc ce basculement progressif va se faire en plusieurs temps. Donc on va avoir effectivement, comme je vous l'ai dit, avec les définitions étymologiques de tout à l'heure, c'est intéressant parce que comme ces traditions orales ont très certainement caché certains cultes, puisque il y a certaines choses qui, on peut supposer, se tenaient officiellement, on a tout de même vraisemblablement affaire à un culte domestique. Un culte domestique, en fait, c'est un culte qui est réalisé chez soi. En fait, chaque foyer va réaliser un rituel qui va protéger son foyer, donc au sens large du terme, qui va permettre aux biens déjà engrangés précédemment d'être maintenus en bon état. Donc on voit ça surtout avec la tradition qui veut que on protège le foyer contre les incendies notamment et de la maladie. Et on va également espérer que les récoltes soient bonnes, que le bétail se porte bien et qu'il soit fertile. Donc ce basculement de l'ancienne tradition vers la nouvelle religion va se faire progressivement, disais-je, parce que la tradition chrétienne elle-même va emprunter certains rites qui nous viennent de la Rome antique. C'est-à-dire ? Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible à ce niveau-là. On va commencer donc par la fête de la purification de la Vierge, qui se tient le 2 février. Il faut savoir que Imbolc, on fait tenir cette fête autour du 1er février. La fête de la purification de la Vierge, c'est en fait le rappel que après les 40 jours observés après la naissance du Christ, la Vierge se serait présentée avec son fils au temple de Jérusalem. Voilà, elle aurait présenté son fils pour pouvoir l'offrir, entre guillemets, au temple de Jérusalem, comme le voulait la loi hébraïque d'alors, qui disait que chaque premier-né masculin d'un foyer devait être offert au temple. Donc, c'est vrai que la tradition voudrait que la Vierge soit exemptée de cette présentation, de cette purification, puisque la conception était de base immaculée. Oui. Donc, elle n'a pas été souillée par la semence masculine, mais elle aurait observé ce rituel malgré tout. Alors là, on a des explications, notamment avec Jacques de Voragine, qui est donc un chroniqueur italien du XIIIe siècle, qui a écrit la légende dorée, donc qui reprend plusieurs vies de saints et de saintes,
dont les supplices sont décrits avec menu détail. Ouais. Mais il y a tout de même des passages un petit peu plus légers, où on a effectivement l'explication de la purification de la bienheureuse Vierge Marie, qui semble s'être soumise à cette loi pour 4 raisons, dit-il. La première aurait été pour donner un exemple d'humilité, c'est-à-dire que elle souhaitait ne pas se différencier des autres mères de son temps. Pour rendre hommage également à la loi hébraïque que son fils cherchait à accomplir et non pas à détruire. Et puis pour marquer le fait que la purification était avant tout effectuée par la foi, par la puissance que l'on pouvait avoir grâce à la foi, en purifiant les cœurs et non pas seulement en purifiant le corps. Oui, effectivement. Donc ça semblerait être une des raisons, c'est ce que vous nous expliquez. Vous évoquiez justement la légende dorée, les récits des saintes. Alors, quand on pense à Imbolc et quand on pense, entre guillemets, au fait que ça a évolué dans la tradition chrétienne, on pense bien évidemment aussi à Sainte Brigitte. Et alors là, je reviens à votre livre, puisque vous nous racontez un épisode quand même assez surprenant avec la découverte, c'est en 1913, je crois. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.